Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'autant plus que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé longuement. Votre actualité, c'est notamment l'inauguration hier soir des nouveaux locaux de la direction de la culture. C'est dans l'ancien bâtiment de la France australe. Il faut dire que c'est très beau, la rénovation a vraiment été très bien faite. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces nouveaux locaux, cette nouvelle installation ? D'abord, je suis très fier et d'avoir réussi après quelques embûches avec tous les corps de métier et en particulier avec les agents du pôle aménagement de la commune, d'avoir réussi à rénover cette belle bâtisse qui a eu une histoire dans la ville. Elle date de 1875. Et c'est monsieur Ducasse qui, en 1875, décide de faire le premier hôtel de Nouméa, qui s'appelait l'Hôtel du Pacifique. Alors on a l'impression qu'il n'y en avait qu'un d'hôtel de Pacifique, celui qui est au rond-point Patch. Mais en réalité, en 1875, le premier s'appelle aussi Hôtel du Pacifique. Et ensuite, elle devient propriété de la SLN. Et la SLN y loge le quotidien La France australe, avec une longévité absolument incroyable, puisqu'ils ont été édités, il a été édité pendant 90 ans. Voilà. Après, il y a une autre époque aussi qui est intéressante, qui est celle de la présence américaine en Calédonie, puisque dès 1941, les États-Unis d'Amérique souhaitent ouvrir un consulat à Nouméa, et donc ils seront logés au premier étage de 41 à 46. Voilà. Après, ça a été un petit peu compliqué parce que, rappelez-vous, il y avait l'association Macadam Partage qui était dans des locaux qui avaient été construits à côté. Mon prédécesseur avait essayé de faire partir l'association du centre-ville. Ça n'était pas évident. Moi, je reprends contact avec eux en 2014. Et finalement, je leur propose de faire un foyer à Donyambo, à côté des ateliers municipaux. Ils en acceptent le principe, ça n'a pas été facile, mais voilà, on a réussi, ce qui fait qu'après, on avait les coudées franches pour pouvoir démolir ces bâtiments et engager la restauration de la France australe, qui est un bâtiment absolument magnifique, qui va avoir une nouvelle vie avec la direction de la culture et du patrimoine qui occupe les locaux depuis quelques jours maintenant. Le public va pouvoir y aller quand même, ou c'est vraiment uniquement un bâtiment réservé Non, pas du tout, parce que ces bâtiments, ils ont une vocation à être un lieu commun. Alors d'une part, la direction de la culture, c'est un service quand même qui reçoit beaucoup de monde, mais des visites sont organisées à partir du 14 mai, tous les mardis à l'heure de la méridienne à midi et tous les jeudis à partir de 16h. Par groupe, donc il suffit d'appeler la direction de la culture, de s'inscrire et on fera visiter bien évidemment les locaux. Et moi je suis très content d'avoir préservé, c'est ce que j'ai souhaité, préserver les jardins qu'on a aménagés de façon à ce que cette bâtisse, comme elle a une construction qui est celle des impôts juste à côté, qui jouxte, qui touche le bâtiment. Je trouve ça un peu regrettable parce qu'il aurait fallu garder des prospects, mais enfin on était dans une autre époque. Et voilà, mais en tout cas, elle respire, elle est comme dans un écrin dans ce jardin. Et je crois que de manière unanime, les gens qui étaient là hier soir ont trouvé ça absolument magnifique. Et je suis très très contente. C'est bien, les bonnes nouvelles sont un peu rares ces derniers temps. Il y a d'autres projets de sauvegarde comme ça ou de restauration du patrimoine de la ville de Nouméa ? Alors on a déjà restauré des bâtisses qui appartenaient à la ville. C'était le cas de l'immeuble Cheval. Qui est très beau aussi et qui est aujourd'hui géré par une association. Il y a beaucoup d'artistes qui se produisent. Et donc on l'a restaurée en 2020. Elle a été ouverte au public en 2020. Nous avons restauré aussi l'état-major. Et là, la police municipale, ça fait 2 mois maintenant qu'ils sont dans les locaux. Et puis hier soir, la France australe. Il reste un bâtiment aujourd'hui qui appartient à la ville et qui est dans un état de vétusté incroyable, mais qui l'est depuis un certain nombre d'années. La mairie en avait fait l'acquisition en 2013. Il s'agit de la maison Roland, qui est une maison à étage rue de Sébastopol. Donc là, je suis en train de voir pour faire venir véritablement un expert
peut-être avec l'aide de l'État, pour regarder l'état sanitaire de cette maison, de savoir si on peut faire quelque chose ou si on ne peut plus rien faire. Mais ça fait des années, déjà en 2013, les termites avaient attaqué, et y compris les fondations, le béton. Et donc voilà, il nous faut vraiment un expert en bâtiment On ne pour sait pas encore, voir ça ce peut qu'on va. être vraiment restauré, rénové, Voilà. ou s'il faut Donc tout raser. on est suspendu à une décision, voilà. Mais il faut travailler avec l'État là-dessus parce qu'il y a quand même des experts en métropole. On pourrait essayer de voir comment on pourrait faire venir quelqu'un et puis nous dire c'est restaurable ou ça ne l'est pas. Voilà. Mais, Il y a la bibliothèque Bernheim aussi qui est en chantier, qui est oui, actuellement restaurée. mais Ça ne dépend pas de la municipalité. alors ça ne dépend pas, c'est un chantier qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, puisque la bibliothèque Bernheim, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc le bâtiment principal qu'on dit Eiffel a été sauvé. Il était hors de question, de toute façon c'est un bâtiment classé, il était hors de question de le démolir. Et donc ils construisent autour. Voilà. Mais ça, ce n'est pas un chantier mairie. Alors, les autres travaux dans la ville, on va en profiter, puisque régulièrement, on fait un petit point. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va commencer par le chantier emblématique de Lance-Vatal. On sait, il y a 2 ans. C'est pratiquement terminé maintenant, hein. Oui, c'est fini. La promenade, les gens y vont de manière régulière tous les jours et pour beaucoup d'entre eux. Il reste le garde-corps parce qu'on a mis une rampe pour handicapés et donc il reste le garde-corps parce qu'on est toujours un peu prisonniers des aléas, des bateaux, parce que ce sont des éléments qui sont faits en métropole. Le garde-corps arrive sur le bateau le 13 mai prochain. Donc ce sera véritablement fini dès que le garde-corps sera installé. Il y avait eu beaucoup de critiques, on s'en souvient, quand le projet avait été lancé. Vous l'avez toujours défendu, mordicus. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment d'une petite revanche, parce que les Calédoniens, les Nouméens se sont approprié manifestement Lance-Vatal quand on voit le nombre de gens qu'il y a le soir, le week-end. Oui, je crois que c'est devenu aujourd'hui une espèce de hotspot du destin commun. Tiens, je viens de trouver la formule. Parce que tout le monde converge vers Lance-Vatal le soir en toute quiétude. Les gens viennent pour pique-niquer ou jouer de la musique ou jouer au ballon sur la plage. Et je crois que le destin commun s'exerce en plein. Alors c'est vrai que c'est un projet qui a été extrêmement décrié. Alors je peux comprendre aussi que les gens ont peur du changement tout le temps. Dès qu'on commence à changer les habitudes, alors là, rien ne va plus. Il y a eu quelques rageux qui sont distingués sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'en ai vu un certain nombre qui, avec beaucoup de franchise, me disent qu'ils étaient opposés à ce projet, mais qui trouvent ça formidable. Et des gens qui viennent et qui me disent merci, c'est joli, c'est super, on a beaucoup plus de place maintenant. Voilà. Donc j'avais raison de continuer. Les chiens peuvent aboyer des fois et puis la caravane passe. Mais je crois que c'est une vraie réussite. C'est sans doute, au-delà de l'aménagement par lui-même et tous les arbres qui ont été plantés. Et je n'avais pas imaginé sur cette plage, c'est de voir autant de monde. Et moi, je suis ravie de voir que ce destin commun qu'on appelle tous de nos voeux, et quelquefois il faut qu'on arrête les discours parce que c'est par les actes que ça se passe. Et je pense que Lance-Vatal est cette vision qu'on peut avoir du destin commun. Alors quels sont parce que vous êtes décrié également pour le fait que la ville soit toujours en travaux, qu'il y en ait partout. Ouais. C'est quoi les grands chantiers en cours ou à venir? Vous allez continuer à faire notamment l'assainissement, la réfection des routes. Il y a beaucoup de choses encore. Oui. Alors, il y a la route du Port des Pointes. On a commencé la phase 3. C'est un travail qui est très long, qui va mettre un peu plus d'1 an. Ce sera fini début 2025. Alors, on souffre un peu en voiture quand on passe. Voilà, il y a quelques déviations, mais il faut y aller. On avait fait les 2 premières phases. Il était hors de question de ne pas terminer ce chantier. Il y a celui de Jaurès qui a commencé aussi et qui perturbe un petit peu le centre-ville. Mais nous avions déjà fait la rue de l'Alma. Et donc, il fallait continuer pour des problèmes de tuyaux sous la route, de conduite, je devrais dire, qui ne sont plus suffisamment adaptés. Et donc, voilà, il faut en placer des plus grosses. Alors, on agit à la fois sur l'assainissement, sur les eaux usées, mais aussi sur l'eau potable.
Donc voilà, on va souffrir un petit peu. Je l'avais dit aux commerçants, mais il faut bien qu'on y aille. Voilà quelques vastes chantiers comme ça. Le quartier latin, le quartier latin, c'est bientôt fini. Alors les enrobés sont terminés. Là maintenant, on est en train de mettre de l'antidérapant sur les trottoirs, mais on peut dire les arbres ont été plantés. On peut dire que le quartier latin, c'est fini à la fin du mois. Tout sera terminé. Et à part le centre-ville au sens large, il y a d'autres projets, d'autres travaux prévus? Oui, alors sur Ducos, il y a la rue Forest. Les travaux vont commencer aussi. La rue qui passe, une rue importante de Ducos, qui passe devant le marché de Gros. Donc là, on va faire des trottoirs, on refait la route. On va surtout mettre du stationnement parce que le stationnement, pour ceux qui fréquentent le marché de Gros, est un peu anarchique. Donc on va essayer de régulariser un peu tout ça. Et puis on va planter des arbres aussi dans cette zone industrielle de Ducos. Voilà, donc il y en a un peu pour tous les quartiers. Et puis il y a la polyclinique de Lansvata qui, elle, sera terminée à la fin de l'année, ce projet. Et puis la route de Lansvata, où là on est en train de terminer les enrobés. Et donc celle qui amène au front de mer, ce sera fini, je pense, fin juin. Voilà. Beaucoup de travaux en cours. Donc on va également parler un peu politique et politique municipale, puisque la semaine dernière, vous avez perdu la présidence de l'AFM, l'Association française des maires. Vous sollicitiez un nouveau mandat. Vous avez été surprise ou vous y attendiez? Non, je m'y attendais parce que j'avais reçu un courrier la veille, c'est Pascal Vittori qui a été élu, Pascal Vittori qui présentait ça. Alors je sais très bien et mieux quiconque, pour avoir bravé un certain nombre d'élections dans ma vie politique, que rien n'est jamais acquis, évidemment. Et donc j'ai entendu ici dans le club politique, on disait qu'il fallait que la maire soit suffisamment philosophe pour accepter que son siège est aussi un siège éjectable. Concernant l'AFM, j'ai compris ça depuis longtemps, pour avoir essuyé quelques revers aussi, et quelques victoires également. Et donc je reçois ce courrier. La démocratie s'exerce et que, vous avez le droit de vous présenter, vous avez le droit de gagner. Mais je suis triste. Je suis triste au moins pour une chose, c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, c'est que je suis triste de voir que la politique politicienne a fait son entrée à l'AFM. Nous sommes tous l'AFM de tendance loyaliste. Et ce que je n'ai pas apprécié, c'est que ça a été basé sur des choses totalement erronées, je dirais même sur des mensonges. Et ça, je trouve que c'est pas bien. On va y revenir, mais avant, la première réaction, c'est de dire, bah oui, mais vous avez fait la même chose en 2022, vous aviez viré, entre guillemets, Georges Naturel, qui présidait l'association et qui lui aussi avait été surpris à l'époque d'être remplacé. Oui, alors vous savez, à l'association des maires, moi je pense que les mandats, quand on s'investit dans cette association, eh bien les mandats de 3 ans me semblent tout à fait, ça fait une demi-mandature d'une élection municipale, d'un mandat municipal. Voilà. Et moi je n'entendais pas faire plus que ça. Mais j'avais eu en 2022 plusieurs discussions avec Dédé Georges Naturel pour lui dire... D'ailleurs, il me disait lui-même, chaque année venait me voir en me disant et tu sais, je fais encore un an, et puis je fais encore un an, et puis je fais encore un an. Et puis je voyais rien venir au bout de 3 ans, et donc voilà, j'ai présenté ma candidature, elle a été acceptée par 6 voix. Vous savez bien, la composition en est 11, alors de temps en temps c'est à l'unanimité, de temps en temps c'est 5 contre 6 ou 6 contre 5, enfin bref. Et donc ça ne s'est pas passé du tout avec ce fond qui est celui qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire un fond qui est basé sur des mensonges. Et ça, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Alors, c'est quoi ce fond? Parce qu'on sait, on sent et on sait qu'il y a beaucoup de friction, voire de scission aujourd'hui dans la grande famille non indépendantiste qui avait joué l'unité en 2019. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des courants contraires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les sénatoriales encore qui ont laissé des traces, ou c'est autre chose? Alors on pourrait penser en disant, c'est règlement de compte à hockey choral.
Pour les élections sénatoriales, on a ici ou fait courir les bruits que j'avais soutenu Georges Naturel. Les grands électeurs que nous avons choisis à la mairie, ainsi que nos conseillers municipaux, je veux dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire autre chose que ce qu'a dit le maire à ce moment-là. Vous êtes des hommes et des femmes libres. Vous votez en votre âme et conscience. Alors on peut considérer, effectivement, on me l'a dit, mais une élection sénatoriale, on choisit les grands électeurs qui vont voter pour un tel ou pour un tel. Mais ça, c'est un temps révolu. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que quand on vient chercher des grands électeurs, ils doivent être au moins libres de penser comme ils veulent et d'agir comme ils veulent et de voter comme ils veulent. Et donc, c'est bien ça qui a été dit dès le départ. Donc, on ne peut pas me faire ce reproche-là. Il faut aller chercher ailleurs ce qui s'est passé. Mais pas chez moi. Vous-même, vous souteniez Georges Naturel à ce moment-là, ou vous avez publiquement, vous n'avez pas apporté de soutien? Je n'ai apporté publiquement de soutien à personne et pas à Georges Naturel. Et j'ai dit, il me semble l'avoir dit peut-être ici, que les gens étaient libres. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Alors, après, puisque certains ont pensé que c'était pas vrai, alors ça peut être un règlement de compte à hockey choral. Mais je crois que le fond de l'affaire est un peu plus dérangeant. C'est que on fait courir le bruit aujourd'hui que le maire de Nouméa serait contre le dégel du corps électoral. D'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion, à l'issue du vote, de rappeler un certain nombre de choses, je vais le rappeler ici. En 1998, où est le maire de Nouméa? Le maire de Nouméa, il est dans l'UNCT avec Didier Leroux. Et ceux qui suivent l'actualité s'en souviendront. Qu'est-ce qu'on fait en 98 par rapport à l'accord de Nouméa? On appelle à voter contre l'accord de Nouméa. Il fallait être courageux pour le faire. Vous n'étiez pas maire de Nouméa. Je n'étais pas maire de Nouméa. C'était Sonia Lagarde en 98 qui était à l'UNCT et qui n'a pas signé. Mais j'étais une élue provinciale. Oui. Ouais. Et vous n'avez pas signé, enfin vous avez voté contre l'accord de Nouméa. On a appelé à voter contre l'accord de Nouméa. On a appelé à voter contre l'accord de Nouméa pour trois choses bien précises. Il y avait Denis Millard avec nous à ce moment-là. C'était quoi? C'était qu'on était confronté pour la première fois à une restriction du corps électoral. C'était 10 ans glissants. Il y avait un autre aspect de la question qui était celui de tous ceux qui pouvaient ou qui pourraient voter au référendum de sortie, dont le premier référendum était prévu en 2014 dans l'accord. Mais il fallait être arrivé avant 1994, c'est-à-dire qu'il fallait 20 ans pour pouvoir voter au référendum de sortie. Et puis enfin, on avait tous les transferts de compétences et on se posait la question de savoir si l'État allait continuer à financer les transferts. Je me souviens que pendant la campagne, sur l'enseignement secondaire par exemple, je disais mais est-ce que l'État va pouvoir payer? À l'époque, c'était 40 milliards. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Donc vous voyez qu'on a pris une position qui nous a coûté, je le dis, puisque on avait 7 élus et en 95, et on en a perdu 4 après le vote de l'accord de Nouméa. Donc, comment voulez-vous? Moi, j'ai une colonne vertébrale, elle est droite, elle n'est pas tordue. Et mon parcours politique, j'ai pas fait 50 partis, et donc, comment pourrait-on aujourd'hui me reprocher d'être contre le dégel du corps électoral? Contre, alors qu'on a appelé en 98 à voter contre l'accord de Nouméa parce qu'il y avait déjà une restriction du corps électoral, il y avait un corps glissant à 10 ans. Ça veut dire que vous êtes en fait contre toute restriction au corps électoral aujourd'hui encore? Pas du tout. La question m'a été posée par Nicolas Metzdorf quand nous avons été entendus au Congrès il y a quelques jours de ça. Expliquez-moi, Madame le maire, me dit-il, pourquoi vous étiez opposé et donc vous avez voté non à l'accord et aujourd'hui vous êtes pour 10 ans glissants. Sauf qu'en 98, les choses ne sont pas du tout la même chose. En 98, il n'y a aucune restriction du corps électoral. C'est un homme, une voix. Et que le fait qu'on ait mis une restriction à 10 ans, qu'on en fasse un corps glissant, qui par la suite est devenu gelé, aujourd'hui, si on met 10 ans, ça veut dire que ça a été l'objet de discussions et éventuellement d'un compromis qui a fini par capoter. D'ailleurs, on voit aujourd'hui ce qui se passe. Et donc, vous savez que quand vous commencez à essayer de vous mettre autour d'une table et à trouver un accord, alors, il faut faire des compromis. Alors, j'ai imaginé, moi, effectivement, que les 10 ans, et j'imagine toujours que les 10 ans glissants, demain, on verra ce qui se passera, mais que c'était, un accord qui avait été passé. D'ailleurs, Gérald Darmanin, le ministre de l'Outre-mer et de l'Intérieur, avait dit que lui, c'était 7 ans, ensuite les autres, c'était 3 ans,
et que finalement ils avaient plutôt trouvé un accord à 10 ans. Et puis finalement cet accord, on n'en parle plus. Voilà, c'est ça comment les choses se passent, et pas autrement. Voilà. Donc moi j'ai un peu de mal avec ça, quand on essaie de faire croire que le maire de Nouméa est contre le dégel du corps électoral. Ouais, c'est un peu fort de café. Donc, pour être bien clair, vous soutenez aujourd'hui le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté par le Sénat, qui doit passer à l'Assemblée. Mais évidemment, et donc je crois que à ce sujet, on ferait mieux de parler, plutôt que de parler de dégel. Alors le mot dégel, il est approprié, puisque le corps électoral a été gelé par Jacques Chirac. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de revenir et de penser différemment pour dire, parce que vous savez, l'accord de Nouméa, beaucoup disent, c'est écrit dans le marbre. Les indépendantistes disent ça. Alors effectivement, le corps glissant à 10 ans était lui aussi écrit dans le marbre. Alors on doit se poser la question, est-ce qu'on le maintient, plutôt que d'employer d'autres mots qui exacerbent un peu les passions? En revanche, vous étiez la modification de la représentation des provinces au Congrès. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs semaines. Oui. Ça devait être un amendement complémentaire, enfin un amendement à la loi constitutionnelle. Il a été abandonné maintenant pour permettre de voter les deux textes conformes, par les deux assemblées. Vous y étiez opposé à cette représentation, à cet amendement. Je ne dis pas que j'y étais opposé. Je vais être très clair avec vous et avec les auditeurs. Quand nous avons été entendus, bien sûr. Quand nous avons été entendus, je suis venu avec plusieurs maires au Château Royal, entendus par les sénateurs. Quand la question d'un sénateur m'est posée, plus directement au maire de Nouméa que je suis, est-ce que vous êtes inquiète, Madame le maire? Alors j'ai répondu oui. J'ai répondu oui après avoir dit que j'étais pas opposé au dégel du corps électoral, mais que si on menait les deux de front, c'est-à-dire qu'on ait une clé de répartition qui soit changée, qui certes, sur le fond, mérite qu'on se pose la question. Mais si l'État ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison pour ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul article dans la loi constitutionnelle qui est celui du dégel. Mais j'ai entendu Bernard Deladrière, à raison d'ailleurs, ici dans le club politique, qui avait avancé, parce que je suis aussi allé écouter ce qui s'était passé à la commission des lois. Et qu'est-ce que dit le ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin? Il dit: l'État a choisi de déposer qu'un seul article, celui concernant le dégel du corps électoral. Certains seraient tentés, parmi les parlementaires, les sénateurs ou les députés, de déposer un amendement, sauf que nous avons passé un gentleman agreement avec les Calédoniens. Personne ne sait aujourd'hui ce qu'est ce gentleman agreement, et personne n'en parle. Et aujourd'hui, je pense qu'il serait malvenu, et d'ailleurs, le député Metzdorf l'a bien compris. Ça veut dire que quand ça a passé le filtre du Sénat, ça doit passer le filtre de l'Assemblée exactement dans les mêmes termes. Sinon, on va recommencer à faire la navette. Et s'il y en a un qui dégaine et qui dépose un amendement là-dessus, et donc moi j'ai dit que j'étais inquiète parce que si on avait déposé les deux choses en même temps, alors oui, je suis déjà inquiète, mais je pense que j'aurais été doublement inquiète parce qu'il faut faire step by step, étape par étape. Et ça sert à rien d'aller mettre tout dans un package qui va amener, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, alors peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est à ce titre-là que j'ai pu faire part de mon inquiétude. Et après, je comprends que cette clé de répartition, elle est peut-être plus adaptée à la situation d'aujourd'hui, mais faisons-le par étapes. Et ne mélangeons pas tout, et je pense que l'État, si l'État ne l'a pas fait, c'est que l'État a aussi compris ça. L'État a aussi ses services de renseignement, n'est-ce pas? On espère, oui. Eh ben voilà. Toujours est-il que maintenant, donc, le texte a été adopté par le Sénat, il doit passer à l'Assemblée nationale en séance publique le 13 mai. Le FLNKS demande toujours le retrait de ce projet de loi constitutionnelle. Il agite même la menace de troubles si la loi est adoptée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut prendre en compte ces menaces, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut maintenant que le texte passe et qu'à la limite on passe à autre chose, quoi? Oui, alors vous savez, on est aujourd'hui, et le caractère anxiogène, c'est que on est dans les postures. On est les postures de part et d'autre. Et donc on voit bien que la situation, elle est radicalisée. Mais par contre, c'est souvent comme ça en Calédonie. Oui, on attend, vous savez, on a une certaine propension à être face au mur. Alors pour passer, soit on fait un trou et puis on essaie de passer, soit on se retourne et on dit, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais concernant, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez dit aujourd'hui, c'est que l'amendement qui a été déposé au Sénat,
par Philippe Bas et je pense amendé ensuite par Monsieur Buffet, le sénateur Buffet. Et qui dit quoi cet article 2 de la loi? L'article 2, il pousse aujourd'hui au consensus. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça, mais il faut savoir, et ça ne se dit pas assez. Aujourd'hui, du côté des indépendantistes, on dit oui, les indépendantistes vont être en minorité, etc. On ne sera plus maître chez nous et on ne sera plus chez nous, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a des excès verbaux qui viennent de leur part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet article 2, il mentionne et il est très clair. Il dit si les deux chambres, enfin l'Assemblée et le Sénat, votent, le président de la République, il va faire quoi? Il va appuyer sur le bouton du Congrès à Versailles. Et on va essayer d'aller trouver une majorité pour voter les deux textes, puisqu'ils auront été validés avec la même teneur par l'Assemblée et le Sénat. Mais cet article 2, il prévoit que les discussions doivent continuer et qu'un accord global doit être trouvé jusqu'à 10 jours avant la date des élections provinciales. Et donc, si jamais il y avait un accord, alors on pourra revenir sur cette question du dégel du corps électoral, qui devra faire l'objet d'un autre compromis dans le cadre d'un accord global, et qui, lui, ne sera plus une loi constitutionnelle, puisqu'il passera par une loi organique. Donc, il n'y a rien qui est verrouillé aujourd'hui. Et donc, il faut essayer de mettre de la sagesse dans tout ça. Parce que s'il y avait un accord global, ce qu'on souhaite tous, alors à ce moment-là, il y aura une grosse discussion sur le dégel du corps électoral. Peut-être qu'il pourrait être amené à 5 ans. Peut-être qu'il sera prolongé à 15 ans, ce qui n'est pas véritablement acceptable. Mais en tout cas, ça fera l'objet d'un compromis. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui ripe la machine pour demain essayer d'aller plus loin et de trouver un accord. 10 jours, ça paraît pas très raisonnable quand même avant les élections. On sait bien, parce que 10 jours avant, toutes les élections seront enfin, tout sera prêt, la campagne aura eu lieu, etc. C'est impossible. C'est pas possible parce qu'il faut organiser une élection matériellement, c'est extrêmement compliqué. Donc, si tant est que ce soit le cas et que ça avance et que ce soit vers le mois de septembre, le mois d'octobre, voire un peu plus loin et qu'on arrive finalement à trouver un accord global, à ce moment-là, je pense que le haut-commissaire reculera et on demandera tous, y compris les maires, de reculer l'élection. Qu'est-ce que ça peut faire? Le Conseil d'État a dit, vous avez une séquence qui peut durer 18 mois, avant de déclencher des autres élections, des élections provinciales. Donc là, si on les faisait à la fin de l'année, d'abord à la fin de l'année, c'est une très mauvaise date. Moi, j'ai fait savoir à l'État que j'étais pas forcément en phase avec ça au mois de décembre, parce qu'il y a les fêtes de Noël, il y a une trêve. Alors on est déjà assez embêté avec ce qui se passe en ce moment, donc on va laisser peut-être la trêve de Noël s'opérer pour qu'on ait un petit peu de joie les uns les autres. Et puis, enfin, je pense que le haut-commissaire matériellement ne pourrait pas le faire et qu'on demandera tous à ce que ce soit reporté, puisqu'on a la possibilité de le faire. Peut-être que ça peut se faire en mai l'année prochaine, parce qu'avant, il y a quand même un certain nombre d'étapes à franchir. C'est-à-dire rallonger le mandat d'1 an, quoi. Voilà. Vous dites tout le monde souhaite un accord global, mais est-ce qu'il est possible vraiment? Parce que les uns et les autres vous disent que pour l'instant, ils n'arrivent pas à discuter. Mmh. Les loyalistes, le rassemblement qui ont rencontré les indépendantistes disent les indépendantistes veulent parler que de l'indépendance et disent qu'il n'est pas question de construire une Calédonie dans la France. En face, les indépendantistes disent on ne veut pas du dégel du corps électoral et les loyalistes et le rassemblement veulent le dégel absolument. Alors, est-ce que cet accord est possible encore aujourd'hui? Est-ce qu'il faut une mission de médiation, comme ça a été évoqué par les uns et par les autres? Comment est-ce que vous voyez le déblocage de la situation? Alors, tout le monde a une vision totalement différente sur une mission du dialogue, une mission de médiation. Moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup de sagesse. Si tenter que l'État... moi, je ne serais pas opposé, pas à une mission, mais à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit dépourvu de tout mandat politique d'ailleurs, dégagé de tout aspect politique. Je pense que c'est mieux comme ça. Pas la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Mais non, parce qu'ils sont très marqués politiquement. Yaël Braun-Pivet, macroniste, Gérard Larcher est républicain, donc il faut essayer de se sortir de ça. Il y a peut-être une possibilité pour envoyer quelqu'un qui essaie de remettre un peu les
pièces du puzzle dans le bon sens. En tout cas, ça mérite beaucoup de sagesse. Moi, j'y crois encore. Je crois que dans ce pays, il faut laisser aussi un peu de temps au temps. Alors ça fait toujours débat. Jusqu'où doit-on attendre? On peut donner un peu de temps aussi, même si on voudrait bien que les choses se déclenchent plus tôt, mais je crois qu'il faut limiter ce temps dans le temps, bien sûr, et on ne peut pas ad vitam aeternam aller dire on va repousser les échéances. Voilà. Après, je vous dis, il faut qu'on arrive à sortir. Les postures et les démonstrations, elles ont été faites. Elles ont été faites dans la rue, on a vu. On est allé se mesurer les uns les autres. Vous n'avez pas vous appelé à manifester, hein? Non, mais moi, je suis parti, alors pour tout vous dire, pour être franche avec vous, moi je partais, j'avais un voyage en Australie qui était programmé, je partais le même jour, mais je suis allé quand même samedi. Voilà, j'y ai passé une demi-heure, j'ai vu des gens, je suis allé leur souhaiter bon courage. Et ensuite, pour tout vous dire, comme ça c'est clair et transparent, j'ai accueilli le haut-commissaire à la police municipale parce qu'on avait tous les écrans, toutes les caméras dans la ville et que c'était le spot par excellence pour voir voilà ce qui se passait. Et ensuite, je suis parti à l'aéroport comme ça, vous savez tout, moi j'ai rien à cacher. Voilà. Alors après, il y a les postures, il faut arriver à se sortir des postures, mais je crois qu'on est arrivé à un moment là où il faut mettre beaucoup de sagesse. Ce que je regrette, c'est que, vous savez, on a des échéances devant nous. On a une Nouvelle-Calédonie qui est exsangue. On a la crise du nickel dont il faut véritablement s'occuper. Je ne sais pas s'il y aura des repreneurs, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre d'avoir je ne sais combien de chômeurs là qui sont devant nous. Et je pense à toutes ces familles qui vont plus avoir de quoi manger peut-être bientôt. Donc c'est grave. On a l'avenir institutionnel, où là, on n'arrive plus à mettre les gens autour d'une table. Et puis l'image, elle est totalement brouillée aujourd'hui. Plus personne n'y comprend rien. C'est que on est aussi lancé dans une campagne électorale. Comment voulez-vous que les gens se retrouvent dans tout ça? Et je pense qu'il faut, avec beaucoup de raison et avec beaucoup de sagesse, s'occuper des problèmes les uns après les autres. Là, c'est fondamental, il faut prioriser. On a la crise du nickel. Ensuite, on a l'avenir institutionnel. Et puis les élections provinciales, elles auront leur temps à elles pour faire campagne. Mais là, tout ça est mélangé, et donc on assiste à des positions, voilà, qui rendent l'avenir encore plus incertain. Voilà. Et puis je crois qu'il faut prôner l'unité, mais vous savez, j'ai un mot que j'ai pas dit tout à l'heure. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Eh ben voilà. Vous savez, quand on vire le maire de Nouméa, moi je trouve que c'est une erreur politique. Parce que je ne sais pas où est l'unité. Mais est-ce qu'elle n'est pas regrette. Est-ce qu'elle n'est pas indispensable, cette unité des partisans de la France? Bien sûr qu'elle est indispensable. Que les élections aient lieu en décembre ou en mai l'année prochaine. Après, dans les deux camps, hein. Dans les deux camps, hein. Alors moi, je ne suis pas dans les réunions des indépendantistes, parce que chacun a compris que je ne suis pas indépendantiste quand même depuis le temps. Mais et puis, vous savez bien, en général, dans les élections, ils arrivent à peu près à s'unir. Peut-être que c'est un faux bruit qu'on fait courir sur moi encore, peut-être, hein, mais je ne suis pas parano, donc je ne pense pas. Et par contre, dans les deux camps, on voit bien, vous savez, sont des unités. Les indépendantistes aujourd'hui ont quelques difficultés qui se font jour. Je pense que dans le camp loyaliste, il y a quelques difficultés aussi. On en est témoin chaque jour, donc voilà, il faut essayer de... je ne sais pas comment faire pour que la raison rattrape les uns et les autres. En tout cas, ce que j'entends, moi, parce qu'on dit que les maires sont des acteurs de proximité, c'est vrai, moi je vois des gens et je discute. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que tout ça se règle. On a envie de regarder l'avenir. On a nos enfants qui sont ici. Beaucoup n'ont aucune possibilité d'aller ailleurs. Et je crois qu'on ne peut pas se contenter de regarder ça. Il faut passer aux actes. Hein? Je crois que ça me semble indispensable. Alors, voilà. Moi, je reste confiante. Mais s'il vous plaît, un peu de raison. Hein. Voilà. Ça sera peut-être mon mot de la fin. Parce que je crois que c'est le vœu de chacun, d'essayer d'écrire une nouvelle page de la Nouvelle-Calédonie. Et cette nouvelle page de la Calédonie, elle ne peut s'écrire qu'avec les uns et avec les autres. Il ne peut pas en être différemment. Et donc, voilà, un peu de raison dans tout ça. Et beaucoup, beaucoup de raison et beaucoup, beaucoup de sagesse.
Ce sera effectivement le mot de la fin. Sonia Lagarde, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci à vous.